petit avec des cheveux grisonnants prit les devants. Sa plaque nominative indiquait Mitchum. Son partenaire plus jeune et plus mince resta légèrement en retrait. Sharp était brodé sur son uniforme. « Madame, j'ai besoin que vous sortiez du véhicule », dit Mitchum sans préambule, son ton étant déjà conflictuel. Adrienne garda sa voix calme et respectueuse. « Agent, puis-je demander pourquoi je suis arrêté? Je respectais la limite de vitesse. »« J'ai dit sortez du véhicule », répéta Mitchum, sa main se déplaçant vers son arme dans un geste qui était clairement destiné à intimider. « Ne compliquez pas les choses. Monsieur, j'aimerais comprendre la raison de l'arrêt avant de... » « Nous avons reçu des signalements d'un véhicule volé correspondant à cette description, » intervint Sharp, bien que sa voix manquât de conviction. « Berline argentée conduite par une femme noire. » Adrienne sentit la brûlure familière de l'injustice, mais garda une expression neutre. « Agent, s'il s'agit d'une voiture de location, j'ai tous les documents. Puis-je les récupérer dans mon sac à main ?» Mitchum s'approcha de la fenêtre, le faisceau de sa lampe de poche frappant son visage. « Très lentement et gardez vos mains où je peux les voir. » Adrienne attrapa prudemment son sac à main en sortant son permis de conduire, sa carte d'identité militaire et son contrat de location. Elle les tendit par la fenêtre avec des mains fermes. Mitchum jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de les remettre à Sharp. « Il est écrit ici qu'elle est militaire », dit Sharp doucement. « Ouais, railla Mitchum. « Sortez du véhicule, madame, maintenant. » « Agent Mitchum, je suis le lieutenant-général Adrienne Blake de l'armée des États-Unis. Ces documents vérifient mon identité. » Et le rire de Mitchum fut dur et laid. « Général, vous, » il regarda Sharp. « Vous y croyez, Général Oprah ici pense qu'elle est quelqu'un de spécial. » Adrienne sortit lentement de la voiture, sa dignité intacte malgré l'humiliation. « Agent, il y a clairement eu un malentendu. Si vous pouviez simplement vérifier mes références... »« Retournez-vous, » ordonna Mitchum, les mains derrière votre dos. « C'est inutile, » dit Adrienne, mais elle obtempéra. Les menottes se refermèrent du métal froid contre ses poignets. « Je me suis identifié comme une officier de l'armée des États-Unis. Je demande à contacter mon commandant. »« Ouais, Général Oprah, » répéta Mitchum, profitant clairement de sa blague cruelle. « Vous allez juste vous asseoir tranquillement. Nous allons régler tout ça au poste. » De l'autre côté de la route, caché derrière un groupe d'arbres, un jeune homme noir nommé Darnell Washington regardait la scène se dérouler. Il rentrait chez lui à pied après son travail à la station-service quand il avait entendu le remue-ménage. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une femme noire ne représentant clairement aucune menace pour quiconque était menottée et humiliée par deux agents blancs. Darnell sortit son téléphone et commença à enregistrer ses mains tremblant de colère et de peur. Il avait grandi à Ashwood et il connaissait les histoires. Il savait ce qui arrivait aux personnes qui lui ressemblaient quand elles franchissaient certaines limites. « Hé !» cria Mitchum, ayant repéré la lumière du téléphone. « Petit, qu'est-ce que tu crois faire ?»« Je rentre juste chez moi, monsieur, » répondit Darnell, essayant de garder sa voix ferme. « Venez ici maintenant. » Darnell s'approcha à contre-cœur, tenant toujours son téléphone. Je ne faisais rien de mal. Mitchum arracha le téléphone de ses mains et l'examina. « Tu nous enregistres ? J'ai le droit de... » Le téléphone heurta l'asphalte avec un craquement horrible alors que Mitchum le jeta par terre et marcha dessus avec sa botte lourde. « Oups !» dit-il avec un sourire cruel. « Les accidents arrivent. Maintenant dégage avant d'avoir ton propre accident. » Darnell regarda les restes brisés de son téléphone, puis Adrienne qui croisa son regard avec un regard qui semblait dire « Souviens-toi de ça ». Il acquiesça légèrement et se fondit dans l'obscurité. Alors qu'il faisait de monter Adrienne à l'arrière de la voiture de patrouille, elle activa la fonction d'urgence sur sa montre connectée militaire. L'appareil envoya un signal crypté directement au centre de communication d'urgence du Pentagone, un protocole réservé aux officiers de haut rang dans des situations extrêmes. Le trajet jusqu'au poste de police fut silencieux à l'exception du crépitement de la radio de la police. Adrienne regarda par la fenêtre les rues familières de sa ville natale, maintenant transformées en quelque chose d'étranger et d'hostile. L'ironie ne lui échappa pas. Elle avait servi son pays dans des zones de guerre à travers le monde seulement pour être traitée comme une criminelle dans l'endroit où elle avait appris à aimer l'Amérique. Au Pentagone, l'alerte d'urgence déclencha une action immédiate. Le colonel Sarah Martinez, l'officier de service au centre de communication, fixa son écran avec incrédulité. Le signal indiquait une situation de code noir, un officier de haut rang en danger immédiat.
Elle contacta immédiatement le général Arlon Reyes, le commandant de la base, qui examinait des rapports de renseignement dans son bureau. « Monsieur, nous avons reçu un signal de code noir du lieutenant-général Blake », rapporta-t-elle la voix tendue d'inquiétude. Reyes leva brusquement les yeux. « Adrienne Blake, d'où provient le signal ?»« Géorgie, monsieur, petite ville appelée Ashwood. Le signal s'est coupé après la première rafale. Mettez-moi en relation avec le major Marks, » ordonna Reyes, son esprit passant déjà en revue les possibilités. « Et préparez un jet. Si Adrienne Blake a des ennuis, nous répondons avec tout ce que nous avons. » Le major Owen Marks examinait des rapports après action lorsque son téléphone vibra. Le message était simple mais urgent. Salle de conférence de l'escadron Phoenix maintenant. Owen avait servi sous les ordres d'Adrienne Blake en Afghanistan, où elle l'avait sorti d'un Humvee en feu après une attaque à l'IED. Il lui devait la vie grâce à sa rapidité d'esprit et à son leadership constant. Si elle avait des ennuis, il remuerait ciel et terre pour l'aider. Au poste de police d'Ashwood, Adrienne fut traitée avec une humiliation délibérée. L'agent Sandy Gibson, le sergent au bureau d'accueil, leva à peine les yeux alors que Mitchum remplissait les papiers. « Quelle est l'accusation » demanda Gibson d'un ton ennuyé. « Suspicion de vol de véhicule résistance à l'arrestation et refus de coopérer à une enquête légale » énuméra Mitchum. Adrienne ne dit rien, alors qu'il prenait ses empreintes digitales et ses photos d'identité judiciaire. Les autres agents du poste semblaient trouver la situation amusante, faisant des commentaires juste assez forts pour qu'elle les entende. « On dirait que quelqu'un se croyait trop bien pour un simple contrôle routier, » dit l'un. « Elle se prend probablement pour une sorte de PDG ou quelque chose comme ça, » ajouta un autre. Ils la placèrent dans une cellule de détention qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. La radio dans la zone principale diffusait de la musique blues douce, ajoutant une bande sonore surréaliste à son humiliation. Adrienne s'assit sur le banc étroit et ferma les yeux, se recentrant comme elle l'avait appris à l'entraînement de survie. Malgré tout, elle conserva sa dignité. Elle savait qui elle était, peu importe comment il choisissait de la voir. Elle avait servi son pays avec honneur pendant 27 ans, commandé des milliers de soldats et gagné le respect de généraux et de présidents. Aucun fanatique de petite ville ne pouvait lui enlever cela. Alors que les minutes s'écoulaient, elle jeta un coup d'œil à sa montre et murmura pour elle-même « Ils arrivent ». À des kilomètres de là, le général Reyes montait à bord d'un jet militaire, la mâchoire serrée de détermination. Personne ne traitait un de ses officiers de cette façon. Le vol vers la Géorgie prendrait moins de 2 heures, mais chaque minute semblait une éternité. L'air de la montagne en Afghanistan avait été mince et froid ce matin d'octobre 2018, mais Adrienne Blake l'avait à peine remarqué. Son attention était entièrement concentrée sur la mission extraire des soldats blessés d'une embuscade des talibans qui avait mal tourné rapidement. Le souvenir se déroula en détail alors qu'elle était assise dans la cellule de détention. Elle était alors colonel menant une unité d'opération spéciale à travers un territoire hostile quand ils avaient reçu l'appel de détresse. Un convoi avait été touché par un IED suivi de tirs coordonnés d'armes légères. Plusieurs victimes dont plusieurs critiques. Base Phoenix, ici Aigle 6, avait-elle transmis à son quartier général. Nous nous déplaçons pour aider. Estimation de l'arrivée dans 20 minutes. Son équipe s'était déplacée avec une précision bien rodée à travers le terrain rocailleux, supprimant les tirs ennemis et créant un couloir d'extraction. C'est alors qu'elle l'avait trouvé, un jeune major piégé sous un Humvee, renversé, sa jambe écrasée et saignant abondamment. « Restez avec moi, soldats !» avait-elle dit, travaillant rapidement à le stabiliser pendant que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. « Quel est votre nom ?»« Marks, madame. »« Owen Marks » avait-il haleté à travers des dents serrées. « Eh bien, Major Marks, ce n'est pas votre jour pour mourir. » Elle l'avait personnellement porté jusqu'au point d'extraction, refusant de laisser quiconque d'autre prendre le fardeau malgré la fusillade en cours. Owen s'était complètement remis et leurs chemins s'étaient croisés plusieurs fois depuis. Il avait gravi les échelons pour devenir l'un des officiers de renseignement les plus fiables du Pentagone, mais il n'avait jamais oublié la dette qu'il avait envers Adrienne Blake. Maintenant, dans le centre de communication sécurisé du Pentagone, Owen travaillait à rembourser cette dette avec tout ce qu'il avait. « Monsieur, je n'ai rien dans les bases de données publiques », rapporta-t-il au général Reyes via une liaison vidéo sécurisée. Le général était toujours en vol, la mâchoire serrée de colère contrôlée. Aucun casier judiciaire, aucune information sur l'arrestation. Soit elle n'a pas encore été traitée, soit quelqu'un garde le silence.
Qu'en est-il de la couverture satellite demanda Reyes. Je suis en train d'accéder aux ressources de surveillance du ministère de la Défense. Une petite ville comme Ashwood ne devrait pas être difficile à cartographier. Les doigts d'Owen volèrent sur plusieurs claviers, appelant des ressources dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Monsieur, je vois sa voiture de location au poste de police. Localisation confirmée. Une indication de son état. Négatif, monsieur. Mais le fait qu'elle ait activé le protocole de code noir nous dit tout ce que nous devons savoir. De retour à Ashwood, la situation d'Adrienne était observée par quelqu'un d'inattendu. L'agent Nia Tucker était de service lorsqu'ils avaient amené la femme et quelque chose dans toute la scène la dérangeait. Nia était nouvelle dans la force à peine 6 mois après sa sortie de l'académie, mais elle avait grandi à Ashwood et connaissait la différence entre le véritable travail de police et le harcèlement. Elle avait remarqué le comportement militaire de la femme, la façon dont elle se tenait avec une dignité tranquille malgré les circonstances. Plus important encore, elle avait remarqué les tatouages. Au cours du traitement, Nia avait aperçu des insignes militaires tatoués sur le bras de la femme. Pas le genre de travail d'amateur que l'on verrait sur des wannabes, mais des pièces professionnelles qui témoignaient d'un véritable service. Il y avait un insigne de ranger de l'armée, un emblème des forces spéciales et ce qui ressemblait à des rubans de campagne provenant de plusieurs déploiements. « Agent Tucker !» cria Mitchum depuis la salle de pause où lui et Sharp tenaient court avec plusieurs autres agents. « Venez ici une minute. » Nia s'approcha à contre-cœur. Elle avait appris à se méfier des humeurs de Mitchum, surtout quand il se sentait fier de lui. « Vous voyez cette femme que nous avons amenée ?» demanda Mitchum, pointant du doigt la zone de détention avec sa tasse de café. Oui, monsieur. C'est ce qui arrive quand les gens pensent qu'ils sont meilleurs que nous, continua-t-il, sa voix portant jusqu'aux autres agents. Ils pensent qu'ils peuvent se promener dans des voitures volées et insulter les agents de police. Monsieur, ces documents semblaient en ordre, dit Nia prudemment, et elle a coopéré pendant le traitement. Sharp avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Plusieurs autres agents approuvèrent l'évaluation de Mitchum, mais Nia remarqua qu'aucun d'eux n'avait réellement été présent lors de l'arrestation. « Les documents peuvent être truqués, » dit Mitchum avec dédain. « Le fait est que nous avons remis quelqu'un à sa place ce soir. Nous avons envoyé un message. » La conversation troubla suffisamment Nia pour qu'elle trouve une excuse pour passer devant les cellules de détention plus tard dans son service. La femme qui s'était identifiée comme le général Blake était parfaitement immobile sur le banc. Sa posture droite malgré les conditions inconfortables. Leurs yeux se croisèrent brièvement et Nia vit quelque chose qui lui serra la poitrine de reconnaissance. C'était le même regard que portait son grand-père, l'attitude d'un vétéran qui témoignait des batailles menées et des responsabilités assumées. Quoique cette femme puisse être d'autre, elle était une soldate. La situation devenait de plus en plus compliquée d'heure en heure. Au niveau de l'État, la chef Barbara Stroud du service de police d'Ashwood recevait des appels de plus en plus urgents de la part de fonctionnaires qui ne donneraient normalement pas une seconde pensée à son petit service. « Chef Stroud, ici le directeur adjoint Hamilton du bureau du gouverneur », dit la voix à l'autre bout de sa ligne sécurisée. « Nous recevons des demandes de renseignements au sujet d'une arrestation effectuée par votre service ce soir. Pouvez-vous clarifier la situation ?» Stroud, une policière de carrière qui avait gravi les échelons grâce à son sens politique, autant qu'à son travail de police, choisit ses mots avec soin. Nous avons procédé à un contrôle routier de routine qui a dégénéré lorsque le suspect a refusé de coopérer. La procédure standard a été suivie. Le suspect prétend être un général de l'armée des États-Unis. Prétend être monsieur, nous recevons toutes sortes de demandes, problèmes de santé mentale, déficiences, dues à la drogue, personnes essayant d'éviter les conséquences de leurs actes. Mes agents ont suivi le protocole. Je vois. Eh bien, gardez ça secret pour l'instant. Nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention inutile sur les forces de l'ordre local. Ce que Stroud ne mentionna pas, c'est qu'elle avait déjà reçu 3 appels de fonctionnaires du Pentagone, chacun plus insistant que le précédent. Quelque chose dans cette arrestation était différent, et son instinct lui disait de se préparer à une tempête. À des kilomètres de là, dans son appartement exigu d'Arnell, Washington, découvrait que son téléphone cassé n'était peut-être pas la fin de son histoire. Son ami Marcus, un étudiant en technologie au collège communautaire local, avait réussi à récupérer la carte mémoire du téléphone à partir des restes brisés. « Frère, tu ne vas pas croire ça », dit Marcus penché sur son ordinateur portable. « Ton téléphone sauvegardait les données sur le cloud en temps réel. La vidéo est toute là. » Darnell regarda les images avec un étonnement croissant.
La qualité était médiocre, mais l'audio était suffisamment clair pour comprendre la conversation. Plus important encore, la vidéo montrait clairement une femme menottée sans aucun signe de résistance ou de menace. « Nous devons faire quelque chose avec ça, dit Darnell. « J'y suis déjà, répondit Marcus, ses doigts volant au-dessus du clavier. Je suis en train de télécharger sur toutes les plateformes auxquelles je peux penser, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Ma chère femme Ox Menottes. » La vidéo commença à se répandre immédiatement, partagée et repartagée par des comptes sur les médias sociaux. En quelques heures, elle avait été vue des milliers de fois, bien que personne ne connaissait encore l'identité de la femme menottée. De retour au Pentagone, Owen faisait des découvertes troublantes. Ses contacts en cybersécurité avaient confirmé que les images de vidéosurveillance du service de police d'Ashwood de la soirée avaient été effacées. Toutes, pas seulement les images de l'arrestation. « Ce n'est pas accidentel », rapporta Owen au général Reyes, qui avait atterri à un aérodrome militaire à l'extérieur d'Atlanta et se dirigeait vers Ashwood dans un véhicule banalisé. Quelqu'un ayant des connaissances techniques a délibérément effacé leur serveur. Combien de temps cela prendrait-il? Avec le bon accès et les bons outils, peut-être 30 minutes. Mais, monsieur, il y a autre chose. J'ai fait des vérifications d'antécédents sur les agents qui ont procédé à l'arrestation. Ray Mitchum a des antécédents, 3 plaintes pour usage excessif de la force au cours des 5 dernières années, toutes rejetées. Et il a des comptes sur les médias sociaux qui sont préoccupants. À quel point sont-ils préoccupants? Proches du nationalisme blanc, rien d'ouvertement criminel, mais il suit des comptes qui font la promotion de théories du complot fondées sur la race. Et il a été actif sur des forums discutant des menaces urbaines et du maintien de l'ordre. Les jointures des doigts du général Reyes blanchirent sur le volant. Le tableau devenait plus clair et c'était pire qu'il ne l'avait initialement craint. Au poste de police, le service de nuit touchait à sa fin, mais la tension restait élevée. La nouvelle s'était répandue dans le bâtiment que des appels arrivaient de fonctionnaires de l'État et du gouvernement fédéral posant des questions sur l'arrestation de la soirée. La chef Stroud était arrivée personnellement, ce qui était inhabituel pour une réservation de routine. Elle avait parlé en privé avec Mitchum et Sharp, puis avait passé du temps à examiner les papiers. « Il semble y avoir quelques irrégularités dans les documents », annonça-t-elle aux agents de service. « Je veux que tout le monde fasse très attention à ce qu'il dit concernant les événements de ce soir. Toute demande de renseignement des médias doit être adressée à moi personnellement. » Nya Tucker sentit son estomac se contracter. D'après son expérience limitée, ce genre d'avertissement signifiait généralement que quelqu'un avait fait une grosse bêtise. Vers 3h00 du matin, un appel téléphonique discret arriva de quelqu'un au bureau du procureur général de l'État. La conversation fut brève et codée, mais le message était clair. La femme devait être libérée immédiatement et discrètement. Stroud raccrocha le téléphone et fixa le mur pendant un long moment. Puis elle se dirigea elle-même vers la zone de détention. « Madame, vous êtes libre de partir, » dit-elle à travers les barreaux. « Votre véhicule est dans le stationnement. » Adrienne se leva lentement, sa dignité intacte malgré l'épreuve de la nuit. « Suis-je accusé de quoi que ce soit? Aucune accusation n'est déposée pour le moment. »« Je vois. Aimez bien. » Stroud lui tendit un sac en plastique contenant le portefeuille, les clés et la montre d'Adrienne. « Tout est comptabilisé. » Adrienne vérifia attentivement le contenu, puis regarda directement la chef. « Aucune excuse, madame. Les procédures appropriées ont été suivies. Vous êtes libre de partir. » Alors qu'Adrienne traversait le poste vers la sortie, elle passa devant la salle de pause où plusieurs agents étaient assis dans un silence inconfortable. Mitchum était introuvable, mais Sharp croisa son regard brièvement avant de détourner les yeux. Dehors, les médias avaient commencé à se rassembler. La nouvelle de la vidéo virale avait atteint les médias locaux et les journalistes commençaient à reconstituer le lieu. Adrienne sortit du poste pour trouver 3 fourgons de presse et une petite foule de manifestants qui s'étaient matérialisés à partir d'appels sur les médias sociaux. Les caméras clignotèrent et les journalistes crièrent des questions, mais Adrienne se contenta de marcher vers sa voiture de location à pas mesurés. Elle ignora le chaos, démarra le moteur et s'éloigna dans l'obscurité avant l'aube. 20 minutes plus tard, elle se gara dans l'allée de la maison de sa sœur pour trouver toutes les lumières allumées dans la maison. Tanya et Autumn se précipitèrent dehors avant même qu'elle puisse éteindre le moteur. « Oh mon Dieu, Adi, nous étions tellement inquiètes » dit Tanya, les larmes coulant sur son visage.
Nous avons vu la vidéo en ligne, puis les nouvelles ont dit que tu avais été arrêté et... Autumn enroula ses bras autour de sa tante et ne la lâcha pas. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'ils t'ont fait mal? Adrienne serra sa nièce contre elle, sentant la colère et l'humiliation des dernières heures commencer à se transformer en autre chose de la détermination. Je vais bien, dit-elle doucement, mais il ne s'est jamais agi de moi, ma chérie. Il s'agit de ce qui va suivre. Au loin, le bruit des hélicoptères se faisait entendre, s'approchant d'Ashwood. Le général Reyes était à 5 minutes et il amenait tout le poids de l'armée des États-Unis avec lui. La petite ville qui avait essayé d'humilier un général était sur le point de découvrir exactement qui ils avaient croisé. Le lendemain matin, après la libération d'Adrienne, la chef Barbara Stroud se tenait derrière un podium dans le bâtiment municipal d'Ashwood, faisant face à une salle pleine de journalistes et de caméras clignotantes. Elle avait convoqué la conférence de presse pour contrôler le récit avant qu'il ne devienne complètement incontrôlable. « Mesdames et messieurs, je tiens à aborder les événements d'hier soir », commença Stroud, sa voix ferme et autoritaire. Le service de police d'Ashwood a effectué un contrôle routier de routine basé sur un signalement de véhicule volé correspondant à la description de la voiture en question. Les procédures standards ont été suivies tout au long de la rencontre. Une journaliste d'Atlanta leva la main. Chef Stroud, la vidéo virale montre ce qui semble être une arrestation inutile d'une personne coopérative. Comment répondez-vous aux accusations de profilage racial? L'expression de Stroud resta neutre. La vidéo à laquelle vous faites référence ne montre qu'une petite partie de la rencontre. La personne en question a été libérée après une vérification appropriée de son identité. Nous considérons que cette affaire est close. Mais qu'en est-il des informations selon lesquelles la femme arrêtée était en fait un général de l'armée des États-Unis? Je ne peux pas commenter l'identité des personnes impliquées dans les enquêtes en cours. Ce que je peux dire, c'est que ce service traite tous les citoyens de manière égale, quel que soit leur statut ou leurs antécédents. Le mot « prétendu » était délibéré conçu pour semer le doute sur les références d'Adrienne. Stroud répondit à quelques questions supplémentaires avant de mettre fin à la conférence, mais les dommages au récit étaient déjà faits. Les médias sociaux explosèrent d'indignation face à son ton dédaigneux et à son refus de reconnaître tout acte répréhensible. Plus tard dans la matinée, une berline noire avec des plaques d'immatriculation du gouvernement s'arrêta devant la maison de la sœur d'Adrienne. Le maire adjoint Richard Hayes en sortit ajustant nerveusement sa cravate. C'était un politicien de carrière qui avait bâti sa réputation sur le fait d'éviter la controverse et cette situation menaçait d'exploser de façon spectaculaire. Tania répondit à la porte avec une suspicion évidente. « Puis-je vous aider, madame ? Je suis le maire adjoint Hayes. J'espérais parler à votre sœur de l'incident malheureux d'hier soir. » Adrienne apparut derrière Tania, son expression illisible. « Je suis le général Blake. Que puis-je faire pour vous ?» Hayes se tortilla inconfortablement sous son regard fixe. « Général, tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis désolé de ce qui s'est passé. Il y a eu un terrible malentendu et la ville aimerait réparer les choses. Comment proposez-vous exactement de faire cela ? Eh bien, nous sommes prêts à présenter des excuses formelles de la part de la ville, ainsi qu'à assurer que les agents impliqués recevront une formation supplémentaire. Nous serions également disposés à discuter d'une indemnisation pour votre inconvénient. » Adrienne l'étudia pendant un long moment. « Permettez-moi de bien comprendre. Vous voulez que j'accepte des excuses et de l'argent, et en échange, je disparais tranquillement, et je fais comme si tout cela ne s'était jamais produit. Je ne le dirai pas tout à fait comme ça, mais... Monsieur Hayes, je porte cet uniforme depuis 27 ans. J'ai servi mon pays dans des zones de guerre à travers le monde. Je n'ai pas fait cela pour pouvoir rentrer chez moi et être traité comme une criminelle dans ma propre ville. » Sa voix resta calme, mais il y avait de l'acier en dessous. « Cela n'arrivera pas. » Hayes partit les mains vides, et Adrienne sut que le vrai combat ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, elle appela un ancien contact Jeremiah Cole, un avocat spécialisé dans les droits civiques qui avait la réputation de prendre des affaires que d'autres avocats ne toucheraient pas. Cole avait un passé compliqué, ayant autrefois travaillé pour des intérêts corporatifs avant qu'une crise de conscience ne le conduise au travail de défense des droits. « Général Blake, » dit Cole quand il répondit, « j'ai suivi votre situation aux nouvelles. Quelle histoire ! J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, Jeremiah. Êtes-vous intéressé? Je vais être honnête avec vous, ils vont vous attaquer avec tout ce qu'ils ont.
Il ne s'agit plus seulement d'un contrôle routier. Vous êtes devenu un symbole, et les symboles rendent les gens puissants nerveux. Bien, répondit Adrienne. Peut-être qu'il est temps que certaines personnes deviennent nerveuses. Icole accepta de la rencontrer le lendemain, mais il la prévint. Ils essaieront de vous enterrer, général. Assurez-vous d'être prête pour cela. Pendant ce temps, l'histoire gagnait en attention nationale. Les médias sociaux avaient identifié Adrienne à partir de sites web militaires et d'articles de presse sur son illustre dossier de service. Le hashtag #Femme aux menottes évolua en justice pour le général, et le soutien commença à affluer de secteurs inattendus. Les organisations de vétérans noirs publièrent des déclarations de soutien. Les familles de militaires partagèrent leurs propres histoires de discrimination. Mais la réponse ne fut pas uniformément positive. Les sites web et les forums d'extrême droite commencèrent à diffuser des contre-récits dépeignant Adrienne comme faisant partie d'un complot de l'État profond contre les forces de l'ordre local. Au poste de police d'Ashwood, l'atmosphère était de plus en plus tendue. L'agent Nia Tucker avait suivi la couverture médiatique avec une inquiétude croissante, surtout après avoir fait ses propres recherches sur le dossier militaire d'Adrienne. Pendant sa pause déjeuner, elle surprit une conversation qui lui glaça le sang. « Je vous dis, nous avons envoyé exactement le bon message », disait Mitchum à un groupe d'agents dans la salle de pause. Ces types prétentieux doivent comprendre que leurs titres fantaisistes ne veulent rien dire dans le monde réel. « Ray, tu devrais peut-être baisser la voix », suggéra l'agent Davis, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. « Pourquoi nous avons fait notre travail ? Une élite pense qu'elle peut simplement se promener dans notre ville comme si elle lui appartenait. Ce n'est pas possible. » Nia activa discrètement l'enregistreur vocal sur son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Il ne s'agissait pas seulement d'un contrôle routier. Il s'agissait d'un ciblage délibéré, basé sur la race et le statut perçu. « La chef nous soutient là-dedans », continua Mitchum. « Elle sait ce qui s'est vraiment passé. Parfois, il faut remettre les gens à leur place, leur montrer que les badges veulent toujours dire quelque chose. » La conversation se poursuivit pendant plusieurs minutes, Mitchum faisant des commentaires de plus en plus incendiaires sur le fait d'envoyer des messages à l'élite prétentieuse. Nia enregistra tout son dégoût grandissant à chaque mot. Ce soir-là, elle envoya le fichier audio à Sarah Williams, sa camarade de chambre à l'université, qui travaillait maintenant comme journaliste pour l'Atlanta Constitution. L'email était simple. « Sarah, tu dois entendre ça. Les gens doivent savoir ce qui s'est vraiment passé. » Pendant que Nia documentait la corruption dans son propre service, le major Owen Marks poursuivait une autre piste d'enquête au Pentagone. Ses contacts en cybersécurité avaient découvert des liens troublants entre l'agent Mitchum et des communautés extrémistes en ligne. « Monsieur, vous devez voir ça », dit Owen au général Reyes, alors qu'ils examinaient des rapports de renseignement. Mitchum a été actif sur un site web lié à une milice appelée Chaîne de Fer. Il a publié des dizaines de fois des messages sur le ciblage de personnalités de premier plan qu'il considère comme des menaces aux valeurs traditionnelles. Définissez ciblage. Des messages sur le fait de faire des exemples de personnes qui pensent être au-dessus des lois. Il est question de harcèlement coordonné de pression économique et de ce qu'ils appellent la justice de rue. Reyes étudia les captures d'écran imprimées avec une alarme croissante. Cela suggère que l'arrestation n'était pas aléatoire. Non, monsieur, elle ne l'était pas. J'ai retracé les schémas de trafic web et il y a des preuves que Mitchum faisait des recherches sur les liens familiaux du général Blake avec Ashwood des semaines avant sa visite. Il savait qu'elle venait. Les implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas d'un cas de profilage racial lors d'un contrôle routier de routine. Il s'agissait d'une embuscade délibérée ciblant une personne spécifique en raison de sa race et de son statut. « Procurez-moi tout ce que vous pouvez sur ce groupe Chaîne de Fer », ordonna Reyes. « Dossiers financiers, liste de membres journaux de communication. Je veux savoir qui d'autre est impliqué et jusqu'où ça va. » Alors qu'Owen élargissait son enquête, Adrienne se préparait pour sa première apparition médiatique majeure. Elle avait accepté une interview avec Anderson Cooper de CNN. Malgré les avertissements de certains secteurs selon lesquels le fait de rendre la chose publique ne ferait qu'aggraver la situation, elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'interview fut réalisée par satellite depuis un studio à Atlanta Adrienne, conservant son calme caractéristique tout au long de l'entretien. Cooper commença par des questions simples sur l'arrestation, mais les réponses d'Adrienne élevèrent la conversation à des thèmes plus larges. « Il ne s'agit pas de moi personnellement », dit-elle regardant directement la caméra.
Il s'agit d'un système qui permet aux personnes en position d'autorité d'abuser de cette autorité en fonction de leurs préjugés personnels. J'ai prêté serment de défendre la Constitution contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Ce serment ne prend pas fin simplement parce que je porte des vêtements civils dans ma ville natale. Certains critiques ont suggéré que vous utilisiez votre grade militaire pour recevoir un traitement spécial, insista Cooper. Anderson, je n'ai pas demandé de traitement spécial. J'ai demandé un traitement égal devant la loi. Le même traitement que tout citoyen devrait attendre lorsqu'il est arrêté sans raison légitime. Sa voix resta calme, mais ses mots portaient à du poids. Si exiger des comptes aux agents des forces de l'ordre qui violent leur serment est un traitement spécial, alors nous avons un problème beaucoup plus grave qu'un simple contrôle routier en Géorgie. L'interview devint virale en quelques heures. Les dons à un fonds de défense juridique que Jeremiah Cole avait créé commencèrent à affluer de tout le pays. Les familles de militaires, les organisations de défense des droits civiques et les citoyens ordinaires versèrent des millions de dollars au cours de la première semaine seulement. Mais la réponse ne fut pas entièrement positive. Les médias de droite commencèrent à attaquer Adrienne personnellement, mettant en doute son dossier militaire et suggérant qu'elle faisait partie d'un complot politique contre les forces de l'ordre local. Des menaces de mort commencèrent à apparaître sur les médias sociaux, forçant Tanya à fermer temporairement son école et Autumn à renforcer la sécurité à son université. La situation atteignit son point d'ébullition lorsque la maison de Nia Tucker fut vandalisée au milieu de la nuit. Elle se réveilla avec une odeur de fumée et trouva une croix en bois de 6 pieds brûlant sur sa pelouse, tandis que des graffitis racistes recouvraient la porte de son garage. Son frère Marcus, un mécanicien qui travaillait de nuit dans un garage local, arriva juste au moment où les pompiers éteignaient la croix. « Nia, tu dois quitter ce travail et partir de la ville », dit-il, sa voix serrée de peur et de colère. « Ces gens ne jouent pas à des jeux. » Mais la réponse de Nia le surprit. « Non, Marcus, je ne fuis pas. Si je démissionne maintenant, ils gagnent et je ne les laisserai pas gagner. » Au lieu de reculer, elle appela Adrienne directement lui demandant une rencontre. Elles se rencontrèrent dans un café dans le comté voisin, loin des regards indiscrets d'Ashwood. « Général Blake, je dois vous dire quelque chose », commença Nia, faisant glisser une enveloppe de manille sur la table. « Ce qui vous est arrivé n'était pas un accident, c'était planifié. » Adrienne ouvrit l'enveloppe et trouva des transcriptions des conversations enregistrées, ainsi que des captures d'écran de l'activité en ligne de Mitchum qu'Owen avait partagée par des canaux détournés. « Agent Tucker, cela a demandé du courage. Êtes-vous prête pour ce qui va suivre ?» Nia acquiesça bien que ses mains tremblassent légèrement. « Mon grand-père a combattu au Vietnam. Il me disait toujours que parfois il faut se lever même quand on a peur, surtout quand on a peur. Alors, nous nous levons ensemble. » La salle de conférence exécutive du Pentagone avait vu sa part de réunions de crise, mais la tension dans l'air était différente, alors qu'Adrienne était assise en face d'un panel de hauts responsables militaires. Le général Patricia Morrison, chef d'état-major de l'armée de terre, mena l'interrogatoire, tandis que d'autres écoutaient avec des expressions soigneusement neutres. « Général Blake, nous devons discuter des implications de votre situation actuelle », commença Morrison. « Certains membres du Congrès s'inquiètent de l'implication d'officiers militaires dans des controverses liées à l'application des lois civiles. » Adrienne garda sa voix calme. « Madame, j'ai été arrêtée pendant un congé personnel dans ma ville natale. Je n'ai pas cherché cette confrontation. Néanmoins, les optiques sont compliquées. On a laissé entendre que votre réponse était disproportionnée par rapport à l'incident. » Disproportionnée. Le calme d'Adrienne se fissura légèrement. « Madame, j'ai été menottée et humiliée par des agents qui m'ont ciblée spécifiquement en raison de ma race et de mon statut. Les preuves montrent qu'il s'agissait d'une attaque coordonnée, pas d'un contrôle routier aléatoire. » Le général David Harrison, un vétéran de 3 guerres, et quelqu'un qu'Adrienne avait considéré comme un allié, se pencha en avant. « Adrienne, nous respectons tous votre dossier de service, mais cette situation crée des tensions entre les militaires et les forces de l'ordre civil qui pourraient avoir des implications plus larges. Monsieur, suggérez-vous que j'aurais dû rester silencieuse? Je suggère que parfois la mission plus large exige un sacrifice personnel. Il y a ici des considérations politiques qui vont au-delà d'un incident. » Adrienne sentit le poids de la pression institutionnelle peser sur elle. C'était un des officiers avec lesquels elle avait servi des personnes qui avaient loué son leadership et son dévouement. Maintenant, il lui demandait d'accepter silencieusement l'injustice par souci de commodité politique.
Généraux, avec tout le respect que je vous dois, j'ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution. Ce document garantit une protection égale en vertu de la loi. Si l'armée ne défend pas ce principe lorsqu'il est mis à l'épreuve, qu'est-ce que nous défendons exactement? La réunion se termina sans résolution, mais Adrienne partit en sachant que sa carrière était maintenant en danger. Elle avait déjà appris que son nom avait été placé sur une liste d'examen de conduite, la façon dont la bureaucratie militaire signalait que quelqu'un était tombé en disgrâce. À Washington, le secrétaire à la Défense Robert Walsh faisait face à des pressions venant de plusieurs directions. Les républicains du Congrès exigeaient qu'il réprime l'activisme politique au sein des rangs militaires, tandis que les démocrates réclamaient des enquêtes sur le racisme systémique dans les forces de l'ordre. Walsh avait servi dans des administrations républicaines et démocrates, bâtissant sa réputation sur le fait d'éviter les controverses partisanes. La situation de Blake menaçait de détruire cette neutralité soigneusement maintenue. « Monsieur, nous recevons des appels de sénateurs des deux côtés de l'échiquier politique », rapporta son chef de cabinet lors de leur briefing matinal. Le sénateur Patterson veut savoir pourquoi nous ne disciplinons pas le général Blake pour des déclarations publiques incendiaires. Le sénateur Williams veut savoir pourquoi nous n'en faisons pas plus pour la soutenir. Quelle est la position de la Maison-Blanche? Ils restent à l'écart pour l'instant, mais les conseillers du président s'inquiètent des implications politiques à l'approche du cycle électoral. Walsh regarda par la fenêtre de son bureau le fleuve Potomac pesant ses options. Adrienne Blake était l'une des officières les plus décorées de l'armée, avec un état de service irréprochable. Mais la politique était la politique, et parfois les bonnes personnes devenaient victimes de forces plus importantes. Planifiez une réunion avec le général Blake, décida-t-il. Je veux entendre sa version directement. De retour à Ashwood, la chef Barbara Stroud menait sa propre réunion de gestion de crise. Elle avait réuni ses officiers les plus fiables dont Mitchum pour discuter de leur réponse à la crise grandissante. L'attention médiatique est intense, annonça-t-elle au groupe rassemblé dans la salle de conférence. Nous devons présenter un front uni. Il ne s'agit pas de race, mais de respect pour l'application de la loi et l'état de droit. L'officier Davis leva timidement la main. Chef, certaines preuves qui émergent suggèrent que l'arrestation aurait pu être problématique. L'expression de Stroud se durcit. Officier Davis, remettez-vous en question le jugement de vos collègues officiers. Non, madame, mais les enregistrements, les publications sur les réseaux sociaux, prétendus enregistrements, interrompit Mitchum. L'audio peut être falsifié. Les comptes de réseaux sociaux peuvent être piratés. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par une chasse aux sorcières médiatiques. Stroud approuva d'un signe de tête. Ray a raison. Nous avons suivi les procédures appropriées. Si le général Blake veut en faire une question de race, c'est son choix. Mais nous ne nous laisserons pas intimider au point d'admettre des actes répréhensibles qui n'ont pas eu lieu. Elle exposa leur stratégie tout nier, prétendre que les preuves avaient été fabriquées et présenter la situation comme une attaque contre les forces de l'ordre local par des agitateurs venus d'autres États. Plusieurs officiers semblèrent mal à l'aise avec cette approche, mais aucun ne formula d'objection. « Encore une chose », ajouta Stroud à la fin de la réunion. « Si quelqu'un dans ce département envisage de coopérer avec des enquêteurs extérieurs, il doit se souvenir où se trouvent ses loyautés. Nous protégeons les nôtres. » Le message était clair: trahir le département et en subir les conséquences. Pendant que Stroud se retranchait, Jeremiah Cole élaborait sa stratégie juridique à Atlanta. Son enquête avait révélé un schéma de comportement inquiétant au sein du service de police d'Ashwood qui allait bien au-delà du cas d'Adrienne. « Général, ce que nous voyons ici, c'est une inconduite systématique », expliqua-t-il lors d'une session de stratégie dans son cabinet d'avocat. « J'ai trouvé 17 cas au cours des 5 dernières années où des plaintes contre des officiers d'Ashwood ont été rejetées ou étouffées. La plupart concernaient des citoyens noirs et plusieurs mentionnaient spécifiquement l'officier Mitchum. » Adrienne étudia les dossiers étalés sur la table de conférence. Chacun représentait une personne qui avait subi un préjudice et avait ensuite été ignorée par le système. « Il y a plus », continua Cole. « J'ai retracé des documents financiers montrant que le syndicat de police a payé des frais juridiques pour des officiers accusés d'inconduite dans 4 comtés. Il s'agit essentiellement d'un racket de protection financé par l'argent des contribuables. Pouvez-vous le prouver? J'y travaille, mais ils se défendent avec acharnement. L'avocat de la chef Stroud a déjà menacé de me poursuivre pour diffamation si je fais des déclarations publiques sur les enquêtes en cours. »« Qu'ils nous poursuivent, » dit Adrienne fermement. « La vérité est la vérité. » L'enquête de Cole
avait également révélé des liens entre le fonds de défense juridique du syndicat de police et un réseau d'avocats spécialisés dans la défense d'officiers accusés de violation des droits civiques. Les mêmes cabinets d'avocats apparaissaient dans des affaires dans plusieurs États, ce qui suggérait un effort coordonné pour protéger les mauvais acteurs de la responsabilité. Alors que la bataille juridique s'intensifiait, les coûts personnels augmentaient pour toutes les personnes impliquées. Nia Tucker avait été effectivement ostracisée au sein du service de police d'Ashwood, affectée à des tâches administratives et exclue des opérations normales. Ses collègues officiers l'évitaient, et elle trouva des animaux morts laissés sur le pas de sa porte 2 fois en une semaine. Mais elle refusa de reculer. Travaillant avec des journalistes et des enquêteurs, elle avait fourni des preuves cruciales qui corroboraient le récit d'Adrienne et exposaient la culture de corruption du département. « Je suis devenue policière pour protéger les gens », dit-elle à un journaliste du Washington Post. « Au lieu de cela, je me suis retrouvée à travailler aux côtés de personnes qui étaient plus intéressées à protéger leur propre pouvoir qu'à servir la communauté. » Le stress pesait lourdement sur sa famille. Sa mère la suppliait de démissionner et de déménager, tandis que son frère s'inquiétait constamment pour sa sécurité. Mais Nia avait trouvé quelque chose qu'elle recherchait depuis le début de sa carrière, une cause pour laquelle il valait la peine de se battre. L'affaire prit une tournure tragique lorsque l'officier Logan Sharp, le partenaire de Mitchum, lors de l'arrestation, fut retrouvé mort dans son appartement apparemment à la suite d'un suicide. Le rapport officiel indiquait qu'il était déprimé par la couverture médiatique et l'enquête. Mais Owen Marks, analysant les preuves à partir de ses ressources de renseignement du Pentagone, soupçonnait quelque chose de plus sinistre. Sharp devait témoigner lors d'une audience à huis clos sur l'arrestation, et sa mort éliminait commodément un témoin clé qui aurait pu contredire le récit officiel. « Le timing est trop opportun », rapporta Owen au général Reyes. Sharp meurt 3 jours avant son témoignage prévu, et la seule preuve est une note de suicide écrite à la hâte qui ne correspond pas à son style d'écriture habituel. Suggérez-vous qu'il a été assassiné? Je suggère que nous ne pouvons pas l'exclure. Sharp était selon les rumeurs nerveux et avait dit à sa femme qu'il était suivi. Maintenant, il est mort et l'enquête perd son témoin le plus potentiellement coopératif. Nia Tucker, lorsqu'elle apprit la mort de Sharp, ressentit un frisson de reconnaissance. Elle se souvenait avoir vu Sharp dans les jours qui suivirent l'arrestation, l'air hagard et sursautant au moindre bruit inattendu. Il avait essayé de l'approcher une fois semblant vouloir dire quelque chose, mais avait ensuite changé d'avis et s'était éloigné. Maintenant, elle se demandait s'il avait essayé de trouver le courage de dire la vérité et si ce courage lui avait coûté la vie. La nouvelle de la mort de Sharp atteignit Adrienne alors qu'elle se préparait pour sa réunion avec le secrétaire à la Défense. Le timing ressemblait à un autre message, coopérer avec les enquêtes et en subissait les conséquences. Mais au lieu de l'intimider, cela renforça sa détermination. Elle pensa à tous les soldats qu'elle avait commandés au fil des ans de jeunes hommes et femmes qui lui avaient fait confiance pour les guider dans des situations dangereuses. Beaucoup d'entre eux avaient fait le sacrifice ultime au service de leur pays et de ses idéaux. S'ils pouvaient donner leur vie pour la liberté et la justice, elle pouvait risquer sa carrière pour les mêmes principes. La réunion avec le secrétaire Walsh eut lieu dans son bureau privé, loin des salles de conférences formelles où le théâtre bureaucratique se déroulait habituellement. Walsh était un officier de carrière qui avait gagné son poste grâce à sa compétence plutôt qu'à la politique, et Adrienne le respectait malgré leur situation actuelle. « Adrienne, je vous connais depuis 15 ans, commença Walsh sans préambule. Vous êtes l'un des meilleurs officiers avec qui j'ai servi. C'est pourquoi cette situation est si difficile. Monsieur, je comprends les pressions politiques auxquelles vous êtes confronté. Vraiment. Parce que je ne suis pas sûr que vous saisissiez jusqu'où cela pourrait aller. Il y a des gens au Congrès qui veulent votre tête sur un plateau. Ils vous considèrent comme un symbole de tout ce à quoi ils s'opposent des officiers militaires qui ne restent pas dans leur rôle des militants des droits civiques, qui n'acceptent pas le statu quo. » Adrienne soutint son regard avec fermeté. « Et comment me voyez-vous, monsieur ?» Walsh resta silencieux pendant un long moment, fixant l'horizon de Washington. « Je vois une officière qui a été placée dans une position impossible sans que ce soit de sa faute. Mais je vois aussi quelqu'un qui a un choix à faire sur la façon dont cela se termine. Quel choix ? Accepter un transfert à un poste non controversé, prendre une retraite anticipée avec tous les honneurs, laisser cela s'estomper du cycle d'information. » Il fit une pause.
ou continuer sur cette voie et accepter que votre carrière puisse ne pas survivre au voyage. Adrienne considéra attentivement l'offre. Il serait facile de prendre la bretelle de sortie d'accepter une retraite confortable et d'éviter d'autres conflits. Elle pourrait écrire ses mémoires, donner des discours à des groupes de vétérans et profiter de ses petits-enfants quand ils viendraient. Mais ensuite, elle pensa à Nya Tucker, risquant tout pour défendre ce qui était juste. Elle pensa à Darnell Washington, dont la pensée rapide avait fourni les preuves qui avaient déclenché toute cette lutte. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient subi un préjudice par des systèmes qui protégeaient les auteurs plutôt que les victimes. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ma carrière n'est pas la chose la plus importante en jeu ici. » Walsh hocha lentement la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. « Alors que Dieu nous aide tous, car la tempête ne fait que commencer. » Alors qu'Adrienne quittait le Pentagone cet après-midi-là, elle emportait avec elle une enveloppe scellée contenant des rapports de renseignement qu'Owen avait rassemblés. Le contenu changerait tout. Des preuves que le réseau de corruption s'étendait bien au-delà d'un service de police d'une petite ville de Géorgie. Un nom apparaissait à plusieurs reprises dans les documents financiers et les interceptions de communication, le sénateur Roland Wexley, un puissant républicain ayant une influence significative sur la politique d'application de la loi et les budgets militaires. L'arrestation à Ashwood n'avait pas été un acte aléatoire de préjugés. C'était le coup d'envoi d'un jeu beaucoup plus vaste et Adrienne était sur le point de découvrir que ses adversaires comprenaient certaines des personnes les plus puissantes de Washington. Après sa réunion avec le secrétaire Walsh, Adrienne savait qu'elle avait besoin d'alliés qui comprenaient toute l'étendue de ce à quoi elle était confrontée. L'enveloppe scellée d'Owen l'avait menée à un contact improbable, Virginia Cross, une ancienne analyste de la CIA de 72 ans qui vivait tranquillement dans une banlieue de Virginie, mais entretenait des liens dans toute la communauté du renseignement. Ils se rencontrèrent dans un petit restaurant d'Alexandria, le genre d'endroit où les conversations pouvaient se fondre dans le bruit de fond des tasses à café qui cliquetaient et des conversations calmes. Virginia arriva la première, ses cheveux argentés, ramenés en un simple chignon ressemblant à n'importe quelle autre grand-mère savourant son café de l'après-midi. « Général Blake », dit Virginia, alors qu'Adrienne se glissait dans la cabine opposée. « Je suis votre situation avec grand intérêt. Madame Cross, le major Marks, a dit que vous pourriez avoir des aperçus sur le tableau d'ensemble. » Les yeux de Virginia étaient perçants malgré son âge. « Ma chère, ce qui vous est arrivé en Géorgie n'était pas un incident isolé. C'était un test sur le terrain. » « Un test sur le terrain, pourquoi ? » « Un réseau qui se construit depuis des années. Le sénateur Roland Wexley n'est pas juste un autre politicien corrompu. Il est le visage politique d'un complexe militaro-industriel qui veut fédéraliser les forces de l'ordre local par le biais d'entrepreneurs privés. Virginia ouvrit un portfolio en cuir usé et étala plusieurs documents sur la table des relevés bancaires, des interceptions de communication et des organigrammes qui brossaient un tableau inquiétant. L'entrepreneur, lié au groupe de milices de l'officier Mitchum Sovereign Security Solutions, a discrètement acquis des contrats d'application de la loi dans tout le Sud. Ils fournissent une formation de l'équipement et ce qu'ils appellent une consultation culturelle au service de police. Adrienne étudia les documents financiers. Consultation culturelle, enseigner aux officiers à identifier et à neutraliser ce qu'ils considèrent comme des menaces aux valeurs américaines traditionnelles des minorités très performantes des officiers militaires qui pourraient résister à leur agenda des chefs de file communautaires qui préconisent des réformes. Ils construisent une armée privée au sein des forces de police locales. Exactement. Et le sénateur Wexley a utilisé sa position au sein du comité des forces armées pour acheminer des subventions fédérales vers les services qui contractent avec Sovereign Security. C'est un programme de fédéralisation de l'ombre qui contourne la surveillance démocratique. Les implications étaient stupéfiantes. Adrienne réalisa que son arrestation n'était pas seulement une question de préjugés raciaux, c'était un test de la capacité du réseau à cibler et à neutraliser des individus spécifiques qui représentaient une menace pour leur agenda. « Il y a plus », continua Virginia. « Le plan comprend la privatisation des fonctions de police militaire, la sécurité des frontières et éventuellement l'application de la loi fédérale. Il se positionne pour contrôler tout l'appareil de sécurité des États-Unis. » Pendant qu'il parlait, le téléphone crypté d'Adrienne vibra avec un message d'un contact inconnu. « Vérifiez votre email sécurisé, Faucon. »
Plus tard, dans la soirée dans le centre de communication sécurisé, Cohen avait installé dans une maison sûre à l'extérieur de Washington. Adrienne accéda aux fichiers cryptés du mystérieux contact connu sous le nom de Faucon. Ce qu'elle trouva fit glacer son sang. Faucon avait fourni des enregistrements audio, des documents financiers et des journaux de communication qui reliaient directement le sénateur Wexley au réseau que Virginia avait décrit. Plus inquiétant étaient les transcriptions de conversations enregistrées discutant de la neutralisation ciblée d'individus spécifiques, y compris son nom mentionné explicitement. « Ils vous suivent depuis des mois », dit Owen alors qu'ils examinaient les fichiers ensemble. « Vos liens familiaux, avec la Géorgie, vos schémas de voyage, même la cérémonie de remise des diplômes de votre nièce. L'arrestation a été planifiée des semaines à l'avance. » Un fichier contenait une conversation glaçante entre Wexley et quelqu'un identifié uniquement comme le général, discutant de la façon de gérer le problème Blake après son arrestation. « Elle est trop visible maintenant », dit la voix de Wexley sur l'enregistrement. « Mais il existe d'autres façons de gérer cela, discréditer son état de service, planter des preuves d'inconduite, organiser un accident si nécessaire. » La réponse du général fut tout aussi inquiétante. « Je peux gérer le côté militaire. Elle a des ennemis au Pentagone qui adoreraient la voir tomber. Laissez cela à moi. » Adrienne ressentit un frisson de reconnaissance dans la voix, bien qu'elle ne puisse pas l'identifier immédiatement. Pendant ce temps, Jeremiah Cole faisait ses propres découvertes troublantes à Atlanta. Son enquête sur le fonds de défense juridique du syndicat de police avait révélé une toile de corruption qui s'étendait au-delà des frontières de l'État. « Général, ce que nous voyons, c'est un racket de protection qui fait passer la mafia pour des amateurs », rapporta-t-il lors d'un appel vidéo sécurisé. Le même réseau d'avocats et d'institutions financières apparaît dans les affaires d'inconduite policière de la Floride à la Virginie. Cole avait déposé une plainte fédérale non seulement contre le service de police d'Ashwood, mais contre l'État de Géorgie, nommant plusieurs fonctionnaires comme co-conspirateurs dans un schéma de violation des droits civiques. La plainte incluait la chef Stroud, le sénateur Wexley et 2 sénateurs d'État qui avaient reçu des contributions de campagne de Sovereign Security Solutions. « Ils se défendent avec acharnement », avertit Cole. « J'ai reçu des menaces de mort. Mon bureau a été cambriolé 2 fois et quelqu'un a essayé de pirater nos systèmes informatiques. Ils ne prévoient pas de partir tranquillement. » La pression s'intensifiait sur tous les fronts. La chef Stroud, sentant l'enquête se refermer sur elle, avait fait une tentative désespérée pour se sauver en approchant Adrienne par le biais d'intermédiaires, offrant un règlement substantiel et un aveu partiel de culpabilité en échange de l'abandon de l'enquête fédérale. La réponse d'Adrienne fut rapide et sans compromis. « Chef Stroud, le temps des compromis est révolu. Le peuple américain mérite la vérité. » Le rejet poussa Stroud à prendre des mesures plus extrêmes. Travaillant avec des contacts au sein de Sovereign Security, elle lança une campagne pour détruire des preuves et intimider des témoins, mais son désespoir conduisit à une erreur fatale. Virginia Cross avait travaillé tard dans son bureau à domicile, analysant des documents financiers qui pourraient prouver le lien entre Wexley et le réseau de l'ombre, lorsqu'elle subit ce que les ambulanciers paramédicaux qualifièrent de crise cardiaque. Elle fut retrouvée le lendemain matin par son voisin, étant apparemment morte paisiblement dans son sommeil. Mais la dernière communication de Faucon révéla la vérité, le stimulateur cardiaque de Virginia avait été piraté et manipulé à distance, provoquant l'événement cardiaque fatal. La technologie existait et le réseau avait à la fois les ressources et l'impitoyabilité nécessaires pour l'utiliser. « Ils l'ont tué », dit Adrienne tranquillement, alors qu'elle et Owen examinaient les preuves. Une grand-mère de 72 ans qui a passé sa vie à servir son pays. « Et ils nous tueront aussi si nous leur en donnons la chance », répondit Owen avec un sourire sombre. Le message était clair. Quiconque menaçait leur opération en subirait les conséquences, quel que soit son âge, son statut ou son service antérieur au pays. Malgré les dangers croissants, Adrienne décida d'utiliser la plateforme que sa notoriété avait créée. Elle fut invitée à prendre la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie militaire américaine de West Point, s'adressant à la nouvelle promotion d'officiers de l'armée. Debout au podium, où des généraux et des présidents avaient pris la parole avant elle, Adrienne regarda les jeunes visages des futurs chefs militaires. Elle pensa à sa propre remise des diplômes des décennies plus tôt pleines d'idéalisme et de détermination à servir son pays. Cadet,
commença-t-elle sa voix, portant clairement à travers l'Assemblée. Vous êtes sur le point de prêter serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis. Ce serment ne comporte pas d'exception pour des raisons de commodité politique ou de sécurité personnelle. Elle parla de la dégradation institutionnelle, de la différence entre la loyauté envers les personnes et la loyauté envers les principes et du courage nécessaire pour défendre ce qui est juste même lorsque le coût est élevé. Le vrai patriotisme n'est pas l'obéissance aveugle à l'autorité, continua-t-elle. C'est la volonté de tenir cette autorité responsable des valeurs qu'elle prétend représenter. Vous ferez face à des moments dans vos carrières où faire ce qui est juste coûtera plus cher que faire ce qui est facile. Dans ces moments-là, rappelez-vous que votre serment est envers la Constitution, pas envers un individu ou une institution. Le discours fut diffusé à l'échelle nationale et devint un cri de ralliement pour le personnel militaire et les civils qui regardaient la situation en Géorgie se dérouler. Mais il désigna également Adrienne comme une menace encore plus grande pour ceux qui préféraient les soldats qui suivaient les ordres sans poser de questions. Pendant ce temps, l'officier Ray Mitchum essayait de disparaître depuis la mort de Sharp, mais ses mouvements étaient suivis par plusieurs agences. Ironiquement, il fit surface dans une petite ville de Virginie, où il fut confronté à un groupe de membres de la milice qu'il avait initialement considéré comme un héros. « Vous êtes le flic qui a tenu tête à cette générale prétentieuse », dit l'un d'eux, alors qu'il le coinçait devant une station-service. Mais lorsque Mitchum s'effondra et révéla qu'il fuyait les enquêteurs fédéraux, qu'il avait peur d'être arrêté ou tuer les membres de la milice, réalisèrent qu'ils avaient affaire à un lâche plutôt qu'à un héros. « Nous pensions que vous étiez un patriote », dit leur chef avec dégoût. « Vous n'êtes qu'un autre petit homme effrayé qui s'est enfui quand les choses sont devenues difficiles. » Mitchum s'enfuit à nouveau, mais pas avant que l'un des membres de la milice n'enregistre son effondrement et ne le publie en ligne. La vidéo devint virale, montrant l'homme qui avait humilié une générale décorée pleurant et implorant la protection. De retour à Washington. Autumn Blake avait son propre impact. Son admission à un stage sur les droits civiques l'avait amenée directement dans les couloirs du pouvoir, où elle documentait en temps réel la réponse législative à l'affaire de sa tante. Ses abonnés sur les médias sociaux avaient dépassé les 2 millions, et ses publications sur l'intersection du service militaire et des droits civiques remodelaient le discours public. « La justice n'est pas quelque chose que l'on attend », publia-t-elle sur son compte Instagram avec une photo d'elle au Capitole. « C'est quelque chose pour laquelle on se bat chaque jour. » Son activisme avait également fait d'elle une cible. L'attaque à Washington DC survint sans avertissement. 3 hommes masqués essayèrent de l'attraper alors qu'elle quittait son bureau de stage. Ils auraient peut-être réussi sans l'officier de la police du Capitole, Maria Santos, qui reconnut Autumn grâce à la couverture médiatique et intervint. « Baissez-vous » cria Santos en sortant son arme forçant les assaillants à fuir. L'incident fit la une des journaux nationaux et fit d'Autumn un symbole des jeunes qui refusaient d'être intimidés par ceux qui voudraient supprimer leur voix. La révélation finale vint d'un flux vidéo piraté que Faucon réussit à obtenir et à diffuser en ligne. Les images montraient le sénateur Wexley dans un pavillon de chasse privé rencontrant la chef Stroud et une troisième personne dont le visage était partiellement obscurci mais dont la voix qu'Adrienne reconnut avec une clarté écœurante. « La situation Blake est devenue hors de contrôle », disait Wexley. « Nous devons la neutraliser avant qu'elle ne fasse tomber toute l'opération. »« Je peux gérer le côté militaire », vint la réponse d'une voix qu'Adrienne savait maintenant appartenir au général Preston Kane, son ancien mentor et officier commandant. Il existe des moyens de discréditer son état de service, de planter des preuves d'inconduite, de la faire passer pour une officier mécontente avec une rancune. « Et si cela ne fonctionne pas ?» demanda Stroud. La réponse de Kane fut glaçante. « Alors nous passons à des solutions plus permanentes. Les accidents arrivent tout le temps dans l'armée. » La vidéo explosa sur les médias sociaux et les réseaux d'information. L'indignation du public atteignit son paroxysme alors que les Américains regardaient des élus et des chefs militaires discuter avec désinvolture du meurtre d'une générale décorée qui avait servi son pays avec distinction pendant près de 3 décennies. La vidéo divulguée changea tout. Le général Arlon Reyes, qui avait discrètement soutenu le combat d'Adrienne, avait maintenant les munitions dont il avait besoin pour prendre des mesures directes. Quelques heures après la diffusion de la vidéo, il avait réuni un groupe de travail d'experts juridiques, militaires, d'officiers, des affaires internes et d'analystes du renseignement. « Mesdames et messieurs,
annonça Reyes à l'équipe réunie dans une salle de conférence sécurisée au plus profond du Pentagone. Nous avons affaire à un cancer au sein de nos propres rangs. Le général Preston Kane a violé son serment, trahi son pays et conspiré pour nuire à un collègue officier. Nous allons enlever ce cancer. Le groupe de travail comprenait le colonel Sarah Martinez du renseignement militaire, le major Tom Bradley du corps des juges avocats généraux et le capitaine Lisa Chen des affaires internes. Chacun apporta une expertise spécialisée à ce qui allait devenir l'une des enquêtes internes les plus sensibles de l'histoire militaire. Monsieur Kane a encore des alliés au Pentagone, avertit le colonel Martinez. Il a pris soin d'entretenir des relations avec des officiers qui considèrent cela comme une chasse aux sorcières politiques plutôt qu'une enquête légitime. Alors nous agissons avec prudence mais de manière décisive, répondit Reyes. Nous avons les preuves. Maintenant, nous devons nous assurer qu'elles mènent à la justice. La première mesure du groupe de travail fut de placer le général Kane sous surveillance discrète pendant qu'ils construisaient leur dossier. Ils découvrirent que Kane avait utilisé sa position pour accéder à des informations classifiées sur les mouvements et l'état de service militaire d'Adrienne, transmettant des détails à des contacts civils, dont le sénateur Wexley. Pendant ce temps, l'identité de Faucon fut finalement révélée grâce à une divulgation soigneusement orchestrée. Lucien Graves, un ancien opérateur de la NSA, devenu lanceur d'alerte, sortit de l'ombre pour fournir un témoignage qui s'avérerait crucial pour l'enquête. Graves travaillait au sein de la communauté du renseignement depuis plus d'une décennie, observant la corruption progressive des systèmes conçus pour protéger les citoyens américains. La tentative du réseau de faire taire Virginia Cross l'avait finalement poussé à agir. Je suis devenu Faucon parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder nos institutions être perverties par des gens qui mettent le pouvoir personnel au-dessus de la sécurité nationale, expliqua-t-il lors d'une déposition sécurisée. Ce qui est arrivé au général Blake n'était que le début. Ils prévoyaient d'étendre leurs opérations à l'échelle nationale. Son témoignage fournit les liens manquants dans la conspiration reliant l'influence politique du sénateur Wexley à l'autorité militaire de Kane et aux entrepreneurs civils qui servaient de bras armés. Jeremiah Cole construisait l'affaire juridique qui exposerait toute l'étendue de la corruption. Sa plainte fédérale s'était transformée en une action globale en matière de droit civique qui nommait non seulement les auteurs immédiats, mais tout le réseau de l'ombre qui avait permis leurs actions. Nous ne cherchons pas seulement à obtenir justice pour le général Blake, annonça Cole lors d'une conférence de presse. Nous cherchons à démanteler une conspiration criminelle qui menace les droits constitutionnels de chaque citoyen américain. La plainte comprenait des institutions financières qui avaient blanchi de l'argent pour le réseau des entrepreneurs, qui avaient fourni une formation et du matériel pour cibler des civils et des politiciens qui avaient utilisé leur position pour protéger une activité criminelle. Mais le réseau ne s'effondrait pas sans se battre. Kane, réalisant que sa position était compromise, commença à détruire des preuves et à tenter d'intimider des témoins potentiels. Il utilisa son habilitation de sécurité pour accéder au dossier du personnel des officiers qui pourraient témoigner contre lui, cherchant un moyen de pression pour assurer leur silence. Son désespoir mena à une confrontation avec le major Owen Marks, qui avait travaillé en étroite collaboration avec le groupe de travail du Pentagone. Kane coinça Owen dans un stationnement à l'extérieur du Pentagone, tentant de le convaincre d'abandonner son enquête. « Vous devez votre vie à Blake », dit Kane, sa voix portant l'autorité de décennies de commandement. « Mais vous devez votre carrière à moi. Je vous ai protégé, promu, donné des opportunités dont d'autres ne font que rêver. » Owen tint bon. « Monsieur, je dois ma loyauté au serment que j'ai prêté pas à un individu. Le général Blake m'a sauvé la vie parce que c'était la bonne chose à faire. Je vais faire ce qui est juste pour elle. » Le masque d'autorité de Kane glissa, révélant l'homme désespéré en dessous. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Cela va plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous continuez sur cette voie, vous détruirez votre propre carrière et n'accomplirez rien. Alors c'est un prix que je suis prêt à payer, monsieur. » La conversation était enregistrée par des agents du FBI qui travaillaient maintenant avec le groupe de travail du Pentagone. La tentative d'intimidation de Kane ne fit qu'ajouter une autre accusation à la liste croissante de crimes auxquels il ferait face. La chef Barbara Stroud, piégée entre les enquêteurs fédéraux et ses anciens alliés qui la traitaient maintenant comme une responsabilité, fit une dernière tentative désespérée pour échapper à la justice.
Utilisant des documents falsifiés et des liens au sein de Sovereign Security Solutions, elle essaya de fuir le pays par le Canada, mais la sécurité intérieure surveillait ses mouvements depuis la fuite de la vidéo. Elle fut arrêtée à la frontière, son faux passeport et ses plans détaillés pour établir une nouvelle identité en Europe servant de preuve de sa culpabilité et de sa conscience d'avoir mal agi. Son arrestation brisa le dernier maillon de la chaîne de protection du réseau. Sans les connaissances institutionnelles de Stroud et l'autorité militaire de Kane, le sénateur Wexley se retrouva exposé et vulnérable. Le grand jury fédéral que Cole avait sollicité fut finalement constitué et des citations à comparaître commencèrent à être envoyées aux banques, aux entrepreneurs et aux bureaux du gouvernement. Le réseau qui semblait intouchable quelques mois auparavant s'effondrait sous le poids des preuves et de l'attention du public. Nia Tucker, qui avait tout risqué pour défendre ce qui était juste, a finalement été lavée de tout soupçon lorsque des enregistrements audio des aveux de Mitchum ont été diffusés lors d'auditions au Congrès. Son courage à documenter et à signaler la corruption a fourni des preuves cruciales dont les procureurs avaient besoin pour étayer leur dossier. « Je suis devenue policière pour protéger et servir ma communauté », a-t-elle témoigné devant la commission judiciaire de la Chambre. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à travailler aux côtés de personnes qui étaient plus intéressées à protéger leur propre pouvoir qu'à servir la justice. Ce n'est pas ce que devrait être l'application de la loi. Son témoignage a été diffusé en direct à la télévision nationale et sa transformation d'une jeune policière discrète en symbole national d'intégrité a incité des milliers d'autres agents des forces de l'ordre à témoigner de leurs propres histoires de corruption et d'abus. Pendant ce temps, l'officier Ray Mitchum avait finalement été localisé par des agents fédéraux dans un parc de caravanes à l'extérieur de Raleigh, en Caroline du Nord. Lorsqu'ils sont arrivés pour l'arrêter, ils ont trouvé un homme brisé qui avait été abandonné par le réseau qui l'avait servi. En échange de l'immunité et de la protection, Mitchum a accepté de témoigner de l'ampleur de la conspiration. Son interrogatoire avec Owen et les agents du FBI a révélé la nature systématique du programme de ciblage, y compris des plans détaillés pour étendre les opérations à d'autres États. « Ils nous ont dit que nous étions des patriotes », a déclaré Mitchum lors d'une session, sa voix à peine audible. « Ils ont dit que nous protégions l'Amérique des gens qui voulaient détruire les valeurs traditionnelles. Mais en réalité, nous n'étions que des voyous en uniforme, faisant le sale boulot pour des gens trop lâches pour le faire eux-mêmes. » Son témoignage a fourni les derniers éléments de preuve nécessaires pour relier directement le sénateur Wexley à la conspiration. Les relevés téléphoniques, les transactions financières et les conversations enregistrées ont brossé un tableau clair d'un effort coordonné visant à utiliser les forces de l'ordre comme une arme contre les opposants politiques. La percée est survenue lorsque Falcon a fourni aux enquêteurs l'accès aux serveurs de communication cryptés que le réseau avait utilisé pour coordonner ses activités. Les serveurs contenaient des années de messages de données financières et de plans opérationnels qui documentaient l'ampleur de leur entreprise criminelle. Parmi les preuves les plus accablantes, il y avait une conversation entre Wexley et Kane discutant des plans d'extension de leur programme de ciblage pour inclure des journalistes, des avocats, des droits civiques et des officiers militaires qui s'étaient prononcés contre la corruption. Blake n'était que le début, a déclaré la voix de Wexley sur un enregistrement. Nous devons envoyer un message que personne n'est à l'abri s'il nous contrarie. Ni généraux, ni journalistes, ni politiciens. La peur est notre arme la plus efficace. L'enregistrement a été diffusé lors d'une audience sénatoriale à huis clos où Wexley lui-même siégeait au sein du comité de surveillance. L'expression de choc et d'horreur sur le visage de ses collègues lorsqu'ils ont entendu leurs collègues sénateurs discuter avec désinvolture de l'élimination de citoyens américains a marqué le début de la fin de sa carrière politique. Mais la révélation la plus choquante est peut-être venue des fichiers déchiffrés qui montraient que le réseau prévoyait également de cibler Autumn Blake. Son influence croissante en tant que jeune militante avait fait d'elle une menace à leurs yeux et ils avaient élaboré des plans détaillés pour la discréditer ou lui nuire. Ils allaient mettre de la drogue dans sa chambre de résidence, a rapporté Owen à Adrienne lors d'une séance d'information sécurisée. Faire croire qu'elle utilisait sa plateforme pour cacher des activités criminelles. Et si cela ne fonctionnait pas, il n'a pas eu besoin de terminer la phrase. Les fichiers contenaient des plans de secours qui étaient de bien plus sinistres, y compris des scénarios qui auraient éliminé Adrienne et sa nièce simultanément. Les preuves étaient accablantes
Et les tentatives désespérées du réseau pour les détruire n'ont fait qu'ajouter à leurs risques juridiques. Alors que les agents fédéraux perquisitionnaient les bureaux, saisissaient les ordinateurs et arrêtaient les conspirateurs, l'ampleur de leur entreprise criminelle est devenue claire. Ils n'avaient pas seulement ciblé Adrienne Blake en raison de sa race ou de son statut. Ils l'avaient ciblée parce qu'elle représentait tout ce qu'ils craignaient, l'intégrité, la compétence et un engagement indéfectible envers les principes qu'ils essayaient de subvertir. Mais leur attaque contre elle avait exposé toute leur opération. Et maintenant, tout le poids de la justice américaine s'abattait sur eux. La tempête, qui avait commencé par un contrôle routier dans une petite ville de Géorgie, était sur le point d'atteindre les plus hauts niveaux du gouvernement, et rien ne serait plus jamais pareil. Le palais de justice fédéral d'Atlanta n'avait jamais rien vu de tel. Des camions de médias bordaient les rues sur plusieurs pâtés de maisons, tandis que des manifestants et des partisans se rassemblaient derrière des barrières policières, leurs chants résonnant contre les murs de granit. Le procès du sénateur Roland Wexley, de la chef Barbara Stroud et du général Preston Kane avait captivé l'attention de la nation comme peu de procédures judiciaires l'avaient fait ces derniers temps. La procureure spéciale Amanda Richardson avait été nommée par le ministère de la Justice spécifiquement pour traiter cette affaire. Ancienne juge fédérale, jouissant d'une réputation d'intégrité irréprochable, elle comprenait la gravité du moment lorsqu'elle s'est adressée à la salle d'audience bondée le jour de l'ouverture du procès. « Mesdames et messieurs les jurés », a commencé Richardson, sa voix portant clairement à travers la chambre silencieuse. Cette affaire concerne la corruption du pouvoir et la trahison des serments. Les accusés devant vous ont utilisé leur position de confiance pour cibler une citoyenne américaine en raison de sa race et de sa volonté de défendre la justice. Le dossier de l'accusation était méthodique et dévastateur. Jeremiah Cole, agissant en tant que conseiller spécial, a présenté des preuves qui ont brossé un tableau clair de conspiration, de corruption et d'abus de pouvoir qui ont atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Le troisième jour du témoignage, Adrienne a témoigné. Elle portait son uniforme bleu de cérémonie, avec tous les honneurs ses médailles, captant la lumière de la salle d'audience, alors qu'elle levait la main droite pour prêter serment. Le symbolisme était puissant, une générale américaine décorée se tenait devant ses concitoyens pour demander justice. « Général Blake, » a commencé Cole doucement, « veuillez raconter à la cour votre service à ce pays. » La voix d'Adrienne était ferme, alors qu'elle racontait ses 27 années de service militaire. De ses débuts en tant que sous-lieutenant à son ascension au grade de lieutenant général, elle a parlé de déploiement en Afghanistan et en Irak, de soldats qu'elle avait dirigés et de vies qu'elle avait sauvées du serment qu'elle avait prêté de défendre la Constitution contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Dans la soirée du 15 mai, conduisiez-vous dans votre ville natale d'Ashwood, en Géorgie. Oui, je revenais de chercher la tenue de remise des diplômes de ma nièce lorsque j'ai été arrêté par les officiers Mitchum et Sharp. Cole l'a guidé à travers les événements de cette nuit-là, lui permettant de raconter son histoire avec ses propres mots. La salle d'audience était silencieuse, alors qu'elle décrivait les menottes, l'humiliation, la moquerie de son service militaire. « Général, lors de cette rencontre, avez-vous résisté à l'arrestation ou vous êtes-vous comporté de manière agressive envers les officiers ? » « Non, je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme et coopératif tout au long même lorsqu'ils ont refusé d'examiner ma pièce d'identité ou de vérifier mes références. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit lorsque vous étiez assise dans cette voiture de patrouille ?» Adrienne a fait une pause considérant attentivement ces mots. « J'ai pensé à tous les jeunes soldats que j'avais commandés au fil des ans et à ce que cela signifierait pour eux si je permettais que cette injustice reste impunie. J'ai pensé au serment que j'avais prêté et à ce que cela signifie vraiment de défendre la Constitution. » Les avocates de la défense ont essayé de la déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'elle avait utilisé la carte de la race à des fins personnelles, qu'elle avait exagéré l'incident pour attirer l'attention des médias. Mais le sang-froid d'Adrienne n'a jamais faibli. « Monsieur l'avocat, » a-t-elle dit à l'avocat de Wexley, « j'ai passé ma carrière dans des endroits où jouer n'importe quelle carte pouvait vous tuer. J'ai appris il y a longtemps que la vérité est la seule arme qui compte. » Le moment le plus dramatique est survenu lorsque Lucien Graves a témoigné. L'ancien agent de la NSA avait passé des années à documenter les activités du réseau et son témoignage a fourni les détails techniques qui reliaient toutes les pièces de la conspiration. « Monsieur Graves, » a demandé Richardson, « depuis combien de temps surveillez-vous les communications des accusés ? » « Environ 3 ans.
J'ai commencé à me méfier lorsque j'ai remarqué des schémas inhabituels dans les demandes de surveillance ciblant des militants des droits civiques et du personnel militaire qui s'étaient prononcés contre la corruption. Graves a expliqué en détail comment le réseau avait utilisé les ressources gouvernementales pour suivre les mouvements d'Adrienne, recueillir des renseignements sur sa famille et planifier le contrôle routier qui l'humilierait. Son témoignage était accompagné de dizaines de documents d'enregistrement et de preuves numériques qui brossaient un tableau d'abus de pouvoir systématique. Avez-vous observé des preuves que l'arrestation de la générale Blake avait été planifiée à l'avance? Oui, j'ai des communications montrant que le sénateur Wexley et le général Kane ont discuté de cibler la générale Blake spécifiquement en raison de son influence au sein de l'armée et de ses liens familiaux avec la Géorgie. La défense a essayé de discréditer Grave en tant qu'employé mécontent cherchant à se venger, mais son professionnalisme calme et sa documentation méticuleuse ont rendu leurs attaques inefficaces. Le témoignage de Nia Tucker a fait pleurer de nombreuses personnes dans la salle d'audience. La jeune policière a décrit sa transformation d'une jeune recrue idéaliste en lanceuse d'alerte et le prix qu'elle avait payé pour avoir choisi la conscience plutôt que la loyauté envers son département. Officier Tucker, a demandé Cole. Qu'est-ce qui vous a fait décider d'enregistrer vos conversations avec l'officier Mitchum? J'ai réalisé que ce qui était arrivé à la générale Blake n'était pas un incident isolé. Cela faisait partie d'un schéma de ciblage des personnes qui ne correspondaient pas à leur idée de qui méritait le respect. Sa voix s'est légèrement brisée. Je suis devenue policière pour protéger les gens, pas pour les terroriser. Elle a décrit la croix brûlée sur sa pelouse, les menaces de mort, l'isolement au sein de son propre département. Mais elle a également parlé de la force qu'elle avait trouvée à faire ce qui était juste, quel qu'en soit le coût personnel. Le dernier témoin de l'accusation était Ray Mitchum lui-même. Le policier déshonoré avait visiblement vieilli depuis son arrestation, son arrogance remplacée par le regard vide d'un homme qui avait tout perdu. « Monsieur Mitchum, a déclaré Cole, avez-vous ciblé la générale Blake en raison de sa race ?»« Oui, a répondu Mitchum à voix basse. On nous a dit qu'elle était prétentieuse, qu'elle devait être remise à sa place. »« Qui vous a dit cela ? La chef Stroud, a-t-elle dit. L'ordre venait d'en haut que nous envoyions un message aux gens qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que nous. » Le témoignage de Mitchum a fourni le dernier maillon de la chaîne de preuves. Il a admis avoir détruit des preuves intimidées des témoins et participé à une conspiration qui, il le comprenait, maintenant avait menacé les fondements de la démocratie américaine. Le dossier de la défense était faible et désespéré. L'avocat de Kane a soutenu qu'il était un patriote essayant de protéger la sécurité nationale contre les menaces intérieures. L'avocat de Stroud a affirmé qu'elle suivait les ordres des autorités fédérales. L'équipe de Wexley a insisté sur le fait qu'il était victime d'une chasse aux sorcières politiques conçue pour faire taire les voix conservatrices, mais les preuves étaient accablantes. Les dossiers financiers ont montré que l'argent circulait des entrepreneurs de la défense vers les campagnes politiques. Les interceptions de communication ont révélé des discussions désinvoltes sur l'élimination de citoyens américains. Des séquences vidéo ont montré les accusés en train de planifier des actes criminels avec leurs propres mots. Lors des plaidoiries finales, Jeremiah Cole s'est tenu devant le jury avec le poids de l'histoire sur ses épaules. Membres du jury, les accusés veulent vous faire croire que cette affaire concerne la politique, les libéraux contre les conservateurs, les militaires contre les civils, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit du bien contre le mal. Il s'agit de savoir si nous allons permettre à des personnes en position de pouvoir d'abuser de ce pouvoir contre des citoyens innocents. Il a fait un geste vers Adrienne qui était assise dans la galerie avec sa sœur et sa nièce. La générale Blake a servi son pays avec honneur pendant 27 ans. Elle a gagné le droit de traverser sa ville natale sans être humiliée et arrêtée à cause de la couleur de sa peau. Plus que cela, chaque Américain a ce droit. Le jury a délibéré pendant 8 heures. À leur retour, le contremaître s'est levé avec une pile de papier qui déterminerait le sort de certaines des personnes les plus puissantes d'Amérique. Sur l'accusation de complot visant à violer les droits civiques, nous déclarons l'accusé Roland Wexley coupable. Et la salle d'audience a éclaté lorsque les verdicts ont été lus. Wexley, Stroud et Kane ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation de complot d'obstruction à la justice et d'abus de pouvoir. Le général Kane a également été reconnu coupable de violation de son serment militaire et d'utilisation abusive d'informations classifiées. Adrienne a regardé les verdicts avec une satisfaction tranquille,
Les larmes lui sont montées aux yeux pour la première fois depuis le début de l'épreuve, non pas des larmes de douleur, mais de soulagement. La justice avait été rendue non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été ciblés par la corruption du réseau. 6 mois après les verdicts, Adrienne se tenait dans la roseraie de la Maison-Blanche, tandis que le président Matthews promulguait la loi Blake Tucker. Ce projet de loi complet sur la réforme de la police comprenait des caméras corporelles obligatoires, un contrôle anti-extrémiste pour les agents des forces de l'ordre, une protection renforcée des lanceurs d'alerte et une surveillance fédérale des services présentant des schémas de mauvaise conduite. Cette loi garantit que ce qui est arrivé au général Blake ne se reproduira plus jamais, a déclaré le président, alors que les caméras capturaient ce moment historique. Elle représente notre engagement en faveur de l'égalité de la justice devant la loi pour tous les Américains. Adrienne avait été invitée à se tenir derrière le président lors de la signature du projet de loi qui portait son nom. Elle portait son uniforme bleu pour la dernière fois car il s'agissait de son dernier acte officiel avant sa retraite. La cérémonie au cimetière national d'Arlington 3 semaines plus tard ne ressemblait à aucune autre retraite dans l'histoire militaire. Des centaines d'officiers étaient présents. Alors qu'Adrienne était promue à titre posthume au grade de lieutenant-général, son dossier de service reflétant non seulement ses réalisations militaires, mais aussi son courage face à la corruption. Le général Reyes a prononcé le discours principal. Le lieutenant-général Blake nous rappelle que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire ce qui est juste, malgré cette peur. Elle a affronté les ennemis de notre Constitution et de notre démocratie, et elle a triomphé. La cérémonie n'a pas seulement honoré Adrienne, mais aussi tous les lanceurs d'alerte et les témoins qui avaient tout risqué pour révéler la vérité. Un mémorial spécial a été dévoilé reconnaissant Virginia Cross, Logan Sharp et d'autres qui avaient payé le prix ultime pour leurs principes. Nia Tucker avait trouvé un nouveau but après le procès. Elle a été nommée à la tête d'un nouveau Conseil national d'éthique de la police, supervisant les réformes dans les services à travers le pays. Sa transformation d'une jeune policière craignant de s'exprimer à une leader nationale de la réforme des forces de l'ordre a inspiré un documentaire qui a remporté de nombreux prix. J'ai appris que le silence face à l'injustice vous rend complice de cette injustice, a-t-elle déclaré lors de son discours d'acceptation à la réunion inaugurale du Conseil. Nous avons la responsabilité de nous exprimer même lorsque nos voix tremblent. Le Conseil d'éthique de la police a mis en œuvre de nouveaux programmes de formation des procédures de sélection et des mesures de responsabilisation qui ont commencé à transformer la culture des forces de l'ordre à l'échelle nationale. L'histoire personnelle de Nia est devenue une partie du programme d'études enseignant aux officiers que la véritable loyauté signifiait la loyauté envers la justice et non envers des collègues corrompus. La carrière juridique de Jeremiah Cole avait atteint de nouveaux sommets après le procès. Il a reçu une recommandation présidentielle pour son travail sur l'affaire et a utilisé sa nouvelle notoriété pour créer la fondation Cross Sharp, qui fournit une aide juridique aux lanceurs d'alerte et aux victimes d'abus institutionnels. La fondation nommée en l'honneur de Virginia Cross et Logan Sharp a traité des centaines de cas au cours de sa première année seulement. Le propre parcours de rédemption de Cole d'avocat d'entreprise à défenseur des droits civiques a inspiré une nouvelle génération d'avocats à donner la priorité à la justice plutôt qu'au profit. La loi n'est forte que si les personnes sont prêtes à la faire respecter, a déclaré Cole lors du premier dîner annuel de la Fondation. Si nous ne défendons pas la Constitution lorsqu'elle est mise à l'épreuve, alors ce ne sont que des mots sur du papier. Le major Owen Marks est retourné à son travail de renseignement avec une nouvelle compréhension de ses responsabilités. Il a été promu lieutenant-colonel et chargé de diriger une nouvelle unité axée sur l'identification et la prévention du terrorisme intérieur au sein des institutions gouvernementales. Son expérience de mort imminente en Afghanistan lui avait appris la valeur de la vie, mais son travail sur l'affaire d'Adrienne lui avait appris la valeur du principe. Il a tranquillement poursuivi le travail que Virginia Cross avait commencé, utilisant sa position pour surveiller et perturber les réseaux qui menaçaient la démocratie américaine. L'unité de renseignement qu'il dirigeait est devenue un modèle pour d'autres agences, démontrant comment des Américains patriotes au sein du système pouvaient travailler à le protéger de ceux qui voudraient le corrompre de l'intérieur. Peut-être plus mystérieusement, Lucien Grave a de nouveau disparu après la conclusion du procès. Son accord d'immunité l'avait protégé des poursuites, mais il n'avait pas garanti sa sécurité.
Un matin, Owen a trouvé une carte postale sur son bureau avec un message simple. La liberté ne se trouve pas dans la lumière, elle est gardée dans l'ombre. La carte postale portait un cachet de la poste d'un endroit d'Europe de l'Est, mais Owen soupçonnait que Graves était beaucoup plus proche que cela. Quelque part dans l'ombre, l'ancien agent de la NSA continuait son travail surveillant les nouvelles menaces pour la démocratie qu'il avait contribué à préserver. Autumn Blake avait trouvé sa vocation dans le creuset du combat de sa tante. Ses mémoires, Ma tante la générale, sont devenues un récit à succès de la façon dont l'épreuve d'une famille avait révélé une conspiration nationale. Mais plus important encore, elle a utilisé sa plateforme pour lancer une organisation à but non lucratif de leadership jeunesse appelée Next Generation Justice. L'organisation a formé de jeunes militants au principe de la résistance non violente du droit constitutionnel et du plaidoyer efficace. Les conférences d'Autumn l'ont emmenée dans des lycées et des universités à travers le pays, inspirant des milliers de jeunes à s'engager dans la protection de la démocratie. La justice n'est pas quelque chose qui vous arrive, a-t-elle dit au public. C'est quelque chose que vous faites se produire grâce à vos choix et à vos actions. Son invitation à prendre la parole aux Nations Unies est arrivée alors qu'elle n'avait que 19 ans. Debout, devant des délégués du monde entier, elle a parlé du pouvoir du courage individuel pour créer un changement systémique. Le département de police d'Ashwood a été définitivement dissous, ses officiers ayant été soit transférés dans d'autres juridictions, soit renvoyés des forces de l'ordre. Le bâtiment qui abritait le département a été démoli, et à sa place s'est élevé le Ashwood Civil Rights Memorial Park. Le parc comportait les noms de toutes les personnes qui avaient été injustement arrêtées ou ciblées par le réseau corrompu, ainsi que les noms de ceux qui s'étaient levés pour révéler la vérité. Au centre se dressait une statue de la balance de la justice avec une inscription qui disait « Justice retardée et justice refusée, mais la justice rendue illumine le chemin à suivre ». Le parc est devenu un lieu de pèlerinage pour les militants des droits civiques et les familles touchées par les fautes policières. Des groupes scolaires s'y rendent régulièrement, apprenant l'importance de la responsabilité et le courage requis pour contester l'injustice. Un tranquille mardi matin 2 ans après le procès, Adrienne a visité la tombe de Logan Sharp dans le cimetière d'Ashwood. Elle a placé sa médaille d'honneur sur sa pierre tombale, la plus haute distinction militaire du pays, reposant contre le simple marqueur de granit. « Tu as essayé de faire ce qui était juste », a-t-elle dit doucement, ces mots emportés par la brise de Géorgie. Maintenant, le monde le sait. La famille de Sharp avait lutté contre sa mort déchirée entre le chagrin et la colère. Mais le procès avait révélé qu'il prévoyait de témoigner au sujet de la corruption dont il avait été témoin, et sa tentative de faire ce qui était juste avait finalement contribué à rendre la justice. Sa veuve avait trouvé une certaine paix en sachant que sa mort n'avait pas été vaine. Les répercussions de l'affaire d'Adrienne ont continué de se propager. Les services de police à travers le pays ont mis en œuvre de nouvelles politiques et de nouveaux programmes de formation. La surveillance fédérale des forces de l'ordre s'est considérablement accrue. Les candidats politiques qui avaient accepté de l'argent de Sovereign Security Solutions se sont retrouvés incapables de gagner les élections. Plus important encore, une nouvelle génération d'Américains avait appris que la démocratie exige une vigilance constante et que les citoyens ordinaires ont le pouvoir de tenir leur gouvernement responsable lorsqu'ils trouvent le courage d'agir. La scène finale de cette histoire remarquable s'est déroulée dans un auditorium de lycée à Détroit, où Adrienne avait été invitée à s'adresser à un rassemblement d'étudiants, d'enseignants et de membres de la communauté. Alors qu'elle montait sur scène, le public s'est levé, leurs applaudissements tonitruants et soutenus. Elle a attendu que le bruit s'apaise, puis a levé la main pour faire silence. Lorsque l'auditorium fut silencieux, elle prononça les mots qui définiraient son héritage. « Ne m'applaudissez pas, dit-elle, sa voix portant à chaque coin de la salle. Marchez pour ce qui est juste. » Le public éclata de nouveau, mais cette fois ce n'était pas seulement des applaudissements. C'était le son de personnes qui avaient été inspirées à l'action, qui comprenaient que la lutte pour la justice ne se termine jamais vraiment. Elle ne fait que passer d'une génération à l'autre. Alors qu'Adrienne quittait la scène ce soir-là, elle savait que son travail était terminé. Elle avait servi son pays en temps de guerre et de paix, en uniforme et en tant que civile. Elle avait affronté des ennemis étrangers et nationaux, et elle avait émergé victorieuse non pas par la violence, mais par le simple fait de défendre ce qui était juste. Le contrôle routier dans une petite ville qui était censée la faire taire
avait plutôt amplifié sa voix à travers le pays. Le réseau qui avait essayé de la détruire avait été détruit à son tour, et les principes qu'elle avait juré de défendre, la liberté, la justice et l'égalité devant la loi, avaient été renforcés par l'épreuve qu'ils avaient endurée. En fin de compte, le lieutenant-général Adrienne Blake avait fait exactement ce qu'elle avait été formée à faire tout au long de sa carrière. Elle avait servi avec honneur, défendu la Constitution et laissé son pays meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. La caméra s'estompe au noir alors que des centaines de voix s'unissent dans un chant qui résonne à travers l'auditorium et au-delà, « Justice, justice, justice ». Et à ce moment-là, la promesse de l'Amérique semblait un peu plus réelle, un peu plus réalisable, parce qu'une femme avait refusé d'être réduite au silence face à l'injustice. Que feriez-vous si le système même que vous avez passé votre vie à servir se retournait contre vous à cause de la couleur de votre peau? Et auriez-vous le courage de vous battre, sachant que cela pourrait tout vous coûter? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires de gens ordinaires qui refusent de rester silencieux face à l'injustice. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez la partager avec vos amis et vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.